J'étais veilleur de nuit à l'hôpital. Je travaillais de 10 h du soir à 6 h du matin. C'était très calme. Il n'y avait plus personne. Je l'ai vu au premier étage. C'est un fantôme. J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits. Déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? Base aérienne de Clark, aux Philippines. C'est une ancienne base militaire américaine. C'était la plus grande à l'étranger. Elle était immense, tentaculaire. L'armée américaine y est restée plus de 100 ans. Cela a suffi à faire naître des tas d'histoires de fantômes qui hanteraient un lieu en particulier, l'hôpital de Clark. Je n'oublierai jamais ce jour de mai 1973. J'étais veilleur de nuit à l'hôpital. J'étais heureux parce que c'était mon premier jour de travail. C'était un grand bâtiment. Il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de personnes. Et je travaillais de 10 h du soir à 6 h du matin. C'était calme. Il n'y avait plus personne. C'était très calme. Je faisais une ronde toutes les heures. Toutes les heures, je surveillais. À minuit, plus personne ne travaillait dans le bâtiment. Et j'ai entendu un bruit de bottes sur le ciment. Mon corps est devenu froid. Tout mon corps. Alors je me suis touché la tête avec la main. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je l'ai vu au premier étage. C'était un gars costaud. Il était en treillis, en tenue de camouflage, en uniforme. Il n'avait pas de visage. J'ai eu un coup au cœur. J'ai eu peur. Salut, t'as une clope? Il m'a pris la cigarette de la main. Sa main était froide. Très froide. Comme de la glace. Après ça, je ne l'ai plus vu.
Ma cigarette non plus d'ailleurs. Il avait disparu avec. J'ai fermé la porte de derrière et je suis resté à mon poste. Je me suis donné des claques comme ça sur le visage. Je me suis dit, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Je ne crois pas aux fantômes. Je me suis dit qu'en cherchant à savoir ce qui s'était réellement passé à Clark, j'allais découvrir de véritables horreurs. Des événements réels qui pourraient expliquer toutes ces histoires de fantômes et la réputation terrifiante de ce lieu. Salut, t'as une clope? Clark a été bâti en 1903. Que s'est-il passé ici pour que tant de personnes aient peur de cette base? Ramon, le veilleur de nuit, dit avoir vu le soldat fantôme à l'intérieur de l'hôpital. C'est ici qu'allait commencer mon enquête. La ville d'Angeles, la ville des anges. Elle ne correspondait pas vraiment à ce que suggérait son nom. L'ancienne petite ville tranquille a été transformée par l'installation de l'immense base américaine. Elle est devenue une ville offrant aux GIs des divertissements en tout genre. C'est d'ici que j'allais me rendre à la base aérienne. Vous pouvez m'emmener à l'hôpital de Clark? Oui, monsieur. Ok, merci. C'est ici que les GIs passaient leur permission. Mais ce qui m'intéressait, c'était la base aérienne. Vous pensez que l'hôpital est hanté? Oui. Pourquoi? Il y a tellement de soldats américains qui sont morts dans cet hôpital. Difficile d'imaginer qu'autrefois, cet endroit était un hôpital qui s'occupait des soldats mourants. Plus rien aujourd'hui n'indiquait que ça avait été un hôpital par le passé. Que s'était-il passé ici lorsqu'il était en activité qui puisse pousser Ramon à imaginer qu'il avait vu un soldat fantôme? De toute évidence, le bâtiment a été construit dans les années 60. Et j'ai l'impression que les gens sont partis précipitamment. Je me demande pourquoi. Que s'est-il passé? Vous voyez pourquoi on raconte toutes ces histoires de fantômes sur l'hôpital. L'hôpital de la base aérienne de Clark est une structure ultramoderne destinée à prodiguer les meilleurs soins aux soldats américains. J'ai visionné les images d'archives concernant l'hôpital. Sa construction a coûté 4,5 millions de dollars et s'est achevée en 1964. Et j'ai découvert à quoi il était destiné. Soigner les soldats qui avaient été gravement blessés au Vietnam. L'armée de l'air américaine renforce considérablement sa présence en Asie du Sud-Est dans les années 60, car les États-Unis s'engagent de plus en plus dans la guerre du Vietnam. La base aérienne de Clark fournit le soutien logistique aux soldats qui se battent au Vietnam. Des soldats de différentes branches de l'armée américaine transitent par Clark. C'est pour cela que la base est immense. Plus de 620 km². Mike Scully était médecin à l'hôpital de la base. Il a accepté de me faire visiter les lieux. La cafétéria Kelly. Et là, c'était le théâtre Kelly. Là, on arrive au manège équestre. C'était le club des sous-officiers jusqu'au début des années 80. Quel était l'état d'esprit sur la base et l'hôpital en ce qui concerne la guerre?
Je suis arrivé au début du mois de mai 1975 et la chute de Saïgon s'était produite début avril 1975. Pour ce qui est des vétérans qui revenaient de la guerre du Vietnam, c'était fini quand je suis arrivé. Comment était l'hôpital à votre époque? Il y avait un très grand club pour l'armée de l'air, un club pour les sous-officiers, un club pour les officiers. Ils mangeaient à l'œil, ils buvaient à l'œil et il y avait des matchs de boxe avec des boxeurs venus de Manille. Les gardiens et les Philippins qui travaillaient sur la base m'ont raconté pas mal d'histoires de fantômes. Vous en avez entendu parler à l'époque? Je n'ai aucun souvenir de ce genre d'histoire quand j'y étais. Cet hôpital, c'était le meilleur endroit où j'ai travaillé dans ma vie. C'était le paradis. Lorsque Mike m'a déposé à l'entrée principale de la base, j'ai décidé d'explorer le quartier. Je comprenais pourquoi cet endroit était le paradis pour certains GIs. Mike, en revanche, avait un autre point de vue, celui de quelqu'un qui est arrivé à Clark après la fin de la guerre du Vietnam. Pour me faire une meilleure idée de l'ambiance qui régnait sur la base, je devais parler à quelqu'un d'autre que Mike. Harry le cheval ? Bonjour, je cherche Harry le cheval. Il est en haut. Vous êtes Harry le cheval? Oui, le seul et unique. Entrez. Super. On m'a dit que c'était à vous que je devais parler pour en apprendre plus sur Clark. Je connais assez bien l'histoire de Clark, oui. Vous étiez là vers la fin de la guerre du Vietnam. Avait-on conscience du nombre considérable de morts et de blessés? Pas vraiment. Ou alors c'est juste moi. La vie continuait, on n'y pensait pas vraiment. Quand la base était en activité, c'était formidable. Pour les Américains, les expatriés, les retraités, c'était le paradis. Oui, tout le monde me dit que c'était le paradis, mais ça ne devait pas vraiment être le cas. Quelle conscience aviez-vous de la guerre et de ses victimes quand vous étiez en poste ici? Ici, c'était l'hôpital où ils étaient transportés. La morgue était ici, donc on savait. Mais de là à y penser tous les jours, non. On n'y pensait pas constamment. Que pouvez-vous me dire des histoires de fantômes de Clark? Les Philippins sont très superstitieux. Il ne faut pas grand-chose pour les convaincre qu'il y a un fantôme quelque part. Moi, je m'en fiche. La plupart des gens s'en fichent. Aucun fantôme ne va venir m'embêter. Et si jamais j'en vois un, j'espère que ce sera une belle femme. Tout comme Mike, Harry le cheval voyait la base aérienne de Clark comme une espèce de paradis tropical. Pourtant, elle avait un côté sombre, même s'il n'avait pas voulu en parler. Ils arrivent à l'hôpital de la base aérienne de Clark aux Philippines. La base aérienne de Clark aux Philippines. Un avant-poste de l'armée américaine, abandonné en 1991. J'étais venu enquêter sur un soldat fantôme censé hanter l'hôpital de la base. J'avais dans l'idée que c'était lié à des événements traumatisants qui s'étaient produits ici. Mais jusque-là, à entendre les gars à qui j'avais parlé, ça ressemblait à un club de vacances. Clark est le principal centre logistique des Américains pendant la guerre du Vietnam. C'est une guerre sanglante qui dure 2 décennies. Un conflit interminable. Avec des histoires de massacres, de viols et de tortures perpétrées par les deux côtés. Un grand nombre de blessés et de morts sont passés par l'hôpital de Clark. C'était peut-être ce qui avait fait naître l'histoire du soldat fantôme et ce qui expliquait que beaucoup de gens pensaient que l'hôpital était hanté. Puis j'ai découvert que l'hôpital n'était pas le seul endroit où un fantôme avait été aperçu.
J'ai contacté un journaliste local, Ding Cervantes, qui avait déjà enquêté sur les phénomènes paranormaux dans la région. Il a accepté de me faire visiter tous les endroits de la base que l'on disait hantés. Nous sommes ici dans l'un des lieux les plus hantés de Clark, de cette ancienne base militaire américaine. Ce bâtiment a une histoire. C'était l'ancien cimetière où étaient enterrés les soldats tués dans les guerres menées par les Américains. Il y a quelques années, j'ai interviewé un ancien agent de sécurité qui était en poste ici. Et il m'a raconté qu'il avait entendu des bruits qui l'avaient terrifié. Des bruits de chaînes sur le sol. Des voix alors qu'il n'y avait personne d'autre sur place. Il avait vu la silhouette translucide d'une femme blanche glisser d'un bout à l'autre de la pièce. Ces histoires de fantômes, ce sont des gens du coin qui les racontent? Principalement, oui. Ramon était du coin. Harry le cheval m'avait également dit que c'était les gens du coin qui croyaient à ces histoires. Il fallait que je comprenne l'état d'esprit des Philippins de la région et leur relation avec le surnaturel. Le métaphysicien Franck Régis avait accepté de me rencontrer pour m'en dire plus. Toutes les histoires de fantômes dont j'ai entendu parler étaient racontées par des Philippins et pas par des expatriés. Pour quelle raison? Les Philippins ont généralement une culture orientale. Dans leur système de croyances indigènes, la vie continue. Il y a une vie après la mort. Lorsqu'on meurt, notre conscience subsiste. Mais comme on n'est plus visible, on parle de fantômes. On peut voir le monde comme un réseau. Et il y a des réseaux positifs et des réseaux négatifs. Ce qui les détermine, c'est l'énergie qui y circule. Les phénomènes paranormaux se produisent le plus souvent dans des réseaux négatifs, c'est-à-dire des endroits dont l'histoire est pleine de violence, de souffrance, d'émotions très intenses. Il peut même s'agir de conflits. Les guerres sont violentes. Les morts violentes et subites laissent des souvenirs résiduels très douloureux dans la conscience des victimes. Elles laisseront toujours une empreinte négative dans un lieu. L'idée qu'un lieu puisse porter une empreinte négative m'intriguait. Plus j'y pensais, plus il me semblait que Clark répondait à cette description. Je suis retourné voir Ramon, le veilleur de nuit qui travaillait sur la base pendant la guerre du Vietnam. J'espérais qu'il puisse m'éclairer sur les liens entre les phénomènes paranormaux et les mauvais souvenirs de ceux qui avaient combattu. Pendant la guerre du Vietnam, ils apportaient les blessés ici. Certains avaient reçu des balles, d'autres n'avaient plus de mains, d'autres encore étaient brûlés. Tous les jours. Il en arrivait tous les jours. Voici le parking. Les bus de blessés arrivaient ici. Il arrivait 6 bus tous les jours. 6 bus? Oui. Combien de blessés par bus? Ils pouvaient contenir 60 personnes. 60 par bus, ça fait plus de 300 par jour. Oui. Les Américains étaient forts, pas comme les Philippins. On m'a tiré dessus. Les Américains, non. Ils étaient forts. Ils fumaient juste des cigarettes. Une fois que les blessés étaient arrivés, ils étaient emmenés où? Là, au sous-sol. Vous pouvez me montrer? Oui, pas de problème. Je découvrais la face cachée du paradis. Le côté que certains n'ont jamais vu. Là, c'est le couloir.
C'est ici que j'ai vu le fantôme. C'est ici que vous avez vu le soldat qui fumait? J'ai vu le fantôme dans ce coin-là, à cet endroit. Ici? Oui, ici. Ici, ce n'était pas pour les vivants. Personne ne venait ici. L'accès était réservé parce que c'était l'entrepôt. Tous les morts étaient entreposés ici. Ils mettaient les cadavres ici, au sous-sol. Il y avait des cadavres ici? Oui, des femmes, des enfants, des hommes. Ils les laissaient ici. C'est pour ça que l'accès était réservé. Je ne veux pas y entrer parce qu'on entend des bruits. Des bruits? Oui. Parfois on entend « à l'aide, à l'aide ». Voilà pourquoi je veux pas y aller. Je suis descendu explorer le sous-sol tout seul. C'était sinistre comme endroit. Des graffitis. Des mises en garde. Un four. À première vue, il est tout à fait possible que des corps aient été entreposés ou enterrés ici. Mais il me semble qu'il s'agit plutôt d'un local technique, et donc de quelque chose qu'il est tout à fait normal de trouver dans les sous-sols d'un bâtiment de cette taille-là. La vraie question, c'est pourquoi aurait-il enterré des cadavres dans un hôpital ? Le cimetière. J'y ai retrouvé l'ancien combattant, John Gilbert, qui contribue à l'entretien du cimetière. Initialement, il était prévu pour 12 000 tombes. Il reste encore plus de 25% de libre. Vous voyez là-bas? Il y a encore de la place? Oui. Pourquoi la rumeur court alors que pendant les années 70, des cadavres ont été enterrés dans le sous-sol de l'hôpital? Je pense que ça fait partie des rumeurs sans fondement qui accompagnent les superstitions locales. Il se peut que des corps aient été conservés quelque temps à la morgue en attendant la décision des familles quant à ce qu'il fallait faire des dépouilles. Mais enterrer des corps dans un sous-sol, ce n'est absolument pas comme ça que procèdent les médecins militaires. Pour John Gilbert, cette histoire de cadavres enterrés dans le sous-sol de l'hôpital n'était rien d'autre qu'une légende. C'était sans doute le nombre impressionnant de blessés et de morts qui étaient passés par l'hôpital qui avait fait naître cette rumeur. Je voulais maintenant rencontrer des soldats qui avaient survécu à la guerre du Vietnam et qui vivaient toujours à Clark. Vous avez combattu au Vietnam? J'ai combattu pendant 28 mois très intenses. Pendant les 6 premiers mois, j'étais dans la jungle. J'ai vu des gars avec les jambes arrachées, ensanglantés et tout ça. J'ai eu de la chance, vous savez. Les gars fumaient beaucoup d'herbe. Ils voyaient leurs copains se faire descendre, tout ce bain de sang. Ils étaient sur les nerfs, ils étaient à cran. Beaucoup sont revenus avec des problèmes psychologiques, de gros problèmes.
Ils ont tout fait pour oublier les mauvais souvenirs, mais ils sont revenus en piteux état. Ils n'ont pas reconnu les souffrances psychologiques des soldats. Ce que vous voyez maintenant ne vous atteint peut-être pas aujourd'hui, mais ça va vous atteindre la semaine prochaine ou dans 10 ans. Stress post-traumatique. Qu'ont-ils vécu? Imaginez, on vous enferme dans un endroit ignoble, sans lit pour dormir, sans peau pour uriner, sans endroit où déféquer. Pendant 5 ans. Pendant 5 ou 6 ans, vous n'avez pas pris un seul bain. Vous n'avez rien. Vous vous sentiriez comment? Vous pourriez sortir et voir des gens? Non. Il faut reconnaître que ces gens-là... Joe est un Irlandais émotif. Ouais. Il mérite notre plus grand respect. Ils vont encore très mal parce qu'on ne les a pas aidés psychologiquement comme on le fait aujourd'hui. La guerre du Vietnam a fait énormément de morts et de blessés. En parlant avec Joe et Cliff, il m'est apparu clairement que le sort des rescapés n'était pas vraiment plus enviable. Cette guerre a d'ailleurs donné son nom à une pathologie, le syndrome du Vietnam. En souffraient ceux qui arrivaient à Clark et dont le passé continuait à les hanter après leur départ. Joe a parlé d'aide psychologique. Ces hommes étaient hantés par des fantômes. Ce n'étaient pas des revenants comme celui que Ramon était persuadé d'avoir vu. Ces fantômes-là étaient bien réels. J'ai cherché ce qui avait pu donner naissance à l'histoire du soldat fantôme de l'hôpital de Clark. Et j'ai découvert ce qui hantait vraiment cet hôpital. C'était son passé, la guerre du Vietnam. Les blessés qui étaient évacués du Vietnam vers l'hôpital de Clark aux Philippines ne souffraient pas seulement de blessures physiques. Souvent, le traumatisme de la guerre les a hantés bien au-delà du conflit. Ce traumatisme était comme un fantôme qui ne disparaissait jamais, même quand la lumière était allumée. Clark figurait parmi les hôpitaux les plus modernes de son époque. Mais comptait-il une unité psychiatrique pour venir en aide aux soldats traumatisés par le conflit? Il y a quelque chose d'étrange dans ce bâtiment. Vide, les salles ressemblaient à des cellules de prison, les unes à côté des autres. Que s'est-il passé ici? Regardez, voici la preuve qu'il existe bien une unité psychiatrique. Elle se trouvait derrière l'hôpital. Je me suis adressé au spécialiste de la guerre du Vietnam, le docteur Andrew Wist, à propos de cette unité psychiatrique. Je pense que les blessures psychologiques de ceux qui arrivaient à Clark étaient plus graves que celles des soldats qui étaient restés au Vietnam. Donc l'hôpital... Le docteur Wist m'a expliqué que l'hôpital de Clark traitait les soldats les plus gravement blessés à la guerre du Vietnam, ceux qui souffraient de blessures physiques et psychologiques. Quelle différence y a-t-il entre syndrome du Vietnam et stress post-traumatique? Syndrome du Vietnam et stress post-traumatique, c'est en fait la même chose. Ce sont des soldats qui ont été tellement traumatisés, parce qu'ils ont vu au combat, qu'ils ne sont plus les mêmes à leur retour. Le syndrome du Vietnam, c'est tout ce que les soldats ont vécu depuis le début de la guerre. La guerre détruit l'âme des jeunes soldats. Après la Première Guerre mondiale,
on appelait ça psychose traumatique. Après la seconde, on appelait ça épuisement au combat. Et après le Vietnam, on a appelé ça le syndrome du Vietnam. Aujourd'hui, on dit stress post-traumatique. Cela se traduit par des images qui reviennent, des cauchemars, une incapacité à se réintégrer dans la société. Si le stress post-traumatique n'avait pas encore été défini, comment était-il traité? On demandait aux médecins de mettre un emplâtre sur l'esprit de ces soldats et de les renvoyer au combat aussi souvent que possible. Essayaient-ils de soigner leur stress post-traumatique? Non, ils ne pouvaient pas. Les histoires de fantômes, vous pensez qu'elles découlent de choses terribles qui se sont produites ici? Les soldats qui ont séjourné ici ont éprouvé de grandes souffrances psychiques. Et je ne doute pas que les lieux aient gardé l'empreinte de ces souffrances jusqu'à aujourd'hui. Très peu de vétérans ont dû retourner à Clark. Ils sont sans doute plutôt allés à l'endroit où ils avaient vécu leur traumatisme. Si vous avez été blessé pendant l'ouragan Katrina, vous avez sans doute envie de retourner à la Nouvelle-Orléans, et non pas à l'hôpital où vous avez été soigné. Le Vietnam a été atroce pour les soldats qui s'y sont battus. À l'époque, le stress post-traumatique était un état pathologique qui n'avait pas encore été défini. Aujourd'hui, il touche les soldats qui ont combattu dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Irak. La guerre, la mort, les massacres les hantent longtemps encore après le conflit. Toutefois, j'ai ensuite découvert que ce n'était pas seulement les horreurs de la guerre du Vietnam qui avaient eu un tel impact psychologique sur la base aérienne de Clark. Le passé de la base ne se résumait pas à cela. 15 ans avant le Vietnam, elle avait servi à une autre guerre, encore plus mortelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait ça épuisement au combat. Le nombre de victimes était stupéfiant. Le bilan de la guerre du Vietnam était très lourd, mais celui de la Seconde Guerre mondiale était absolument colossal. 60 millions de personnes tuées en 6 ans, jusqu'à 1 million aux Philippines. Et Clark était au cœur du conflit. Décembre 1941. Le lendemain de Pearl Harbor, les Japonais attaquent la base aérienne de Clark. Les forces américaines et philippines se replient sur la péninsule de Bataan. Avril 1942. Les Japonais prennent la péninsule de Bataan et obligent les 75 000 soldats philippins et américains à parcourir 104 km à pied jusqu'au camp de prisonniers. Ils privent la plupart de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Ceux qui n'arrivent pas à marcher sont tués. Près de 11 000 prisonniers sont morts au cours de ce qu'on appelle la marche de la mort de Bataan. Ils sont passés devant les grilles de la base de Clark. Je voulais en savoir davantage sur ce que les Japonais avaient fait à la base de Clark pendant la Seconde Guerre mondiale. Était-ce pour cela que tant de personnes croyaient la base hantée? Mon instinct me disait qu'elle avait un passé encore plus sombre. Mais je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'ai découvert. Avec tout ce que j'ai vu et entendu ici, j'ai une bonne idée de l'histoire de la base, des souffrances de ceux qui sont passés par ici. Ce que j'ai découvert, et qui m'a étonné, c'est le fait que les kamikazes japonais aient vu le jour ici. Pourquoi et comment, je ne le sais pas, mais je vais le découvrir. Les kamikazes étaient basés à Mabalaka, une ville comme Angeles tout près de Clark. Et c'était ma prochaine destination. Cette maison ressemblait à toutes les autres dans la rue. Sauf qu'à l'entrée se trouvait le soleil levant d'un drapeau japonais. Bonjour. Bonjour. C'est vrai ça?
C'est ici que sont nés les kamikazes? Oui, tout à fait. Apparemment, j'avais trouvé le repère des kamikazes. Et cet homme disait avoir assisté à leur premier entraînement dans cette maison. C'est ici? Oui. Où avez-vous vu les pilotes, les kamikazes? Ils étaient accroupis ici. Ils portaient, vous savez, des caches-sexes. Ils étaient comme ça. Ils avaient juste un tissu blanc autour, comme ça. Et ils écoutaient avec attention. Et puis, ici, il y avait un gars avec une baguette qui leur montrait les navires américains. Les différents types de navires américains. Où étiez-vous? Moi, j'étais là. Je les regardais. Pourquoi cette maison? Je pense qu'ils ont choisi cette maison parce qu'elle était tout près du terrain d'aviation d'où partaient les pilotes. Où est ce terrain? Il est là. Il est à moins d'1 kilomètre d'ici. Je me suis rendu sur le terrain d'aviation et j'y ai trouvé des abris anti-aériens. Comble de l'ironie, ils étaient destinés aux kamikazes. La base aérienne de Clark avait donc vu naître cette terrible tactique militaire qui consistait à écraser des avions sur l'ennemi. Les premiers kamikazes s'envolent de Clark en 1944. Les hommes de l'unité spéciale de l'amiral Takishiro Onishi placent des bombes de 250 kg sur leur avion et visent les bâtiments de guerre américains. C'était étrange que les kamikazes aient vu le jour ici à Clark. Mais en parcourant le terrain d'aviation, j'ai découvert quelque chose d'encore plus étonnant. Un monument aux kamikazes qui semblait honorer ces soldats japonais. Malgré toutes les atrocités qu'ils avaient commises aux Philippines, pourquoi y avait-il un tel monument? Je suis devant le monument aux kamikazes et j'ai trouvé quelques informations qui replacent les choses dans leur contexte. 2 jours avant, le 17 octobre 1944, des navires américains étaient apparus près de l'île de Suluan, à l'embouchure du golfe de Leyte. C'est peut-être pour ça que les soldats japonais ont pris de telles mesures désespérées. J'ai le nom d'un historien, je vais le contacter pour voir si c'est exact. L'historien Dan Dizon tient un musée sur les kamikazes dans sa maison d'Angeles. Voici les premiers kamikazes aux Philippines. Les tout premiers. Le 201e escadron. Ça, c'est à Mabalaka. Ça, c'est le commandant. Donc, tous ces hommes étaient des kamikazes. Là, c'est le commandant de la première unité. Et ça, c'est une bombe de 250 kg qui a coulé le Saint-Lô. Cet avion a coulé ce bateau? Il montait très haut. Et soudain, ils fonçaient sur leur cible. C'était sous les ordres de l'amiral Onishi, qui était venu expressément aux Philippines le 19 octobre. Le 20, ils étaient préparés pour leur mission suicide. Donc l'idée a germé, et 5 jours plus tard... Ils ont commencé à frapper les cibles. Avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? C'étaient des pilotes de chasse. De simples pilotes de chasse? De simples pilotes de chasse. Ça a été une décision très rapide. Oui, parce qu'à ce moment-là, les Japonais étaient dans une situation très précaire, très dangereuse. Daniel m'a expliqué que les Japonais étaient pressés d'envoyer leurs kamikazes parce qu'ils étaient cernés par les navires américains qui se rapprochaient de Clark vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. La force de la marine américaine était telle qu'ils ne pouvaient pas l'attaquer avec des stratégies conventionnelles. Désespérés, ils ont eu recours aux avions suicides. À votre avis, qu'est-ce qui poussait les pilotes à accepter? On leur inculquait qu'en étant kamikaze,
Ils empêchaient l'éventuelle occupation du Japon et sauvaient la famille impériale. Ils donnaient leur vie à l'empereur et à la nation. J'avais commencé mon enquête par des rumeurs concernant un soldat fantôme américain qui hantait la base aérienne de Clark aux Philippines. L'hôpital de la base a vu passer des milliers de morts et de blessés de retour de la guerre du Vietnam. Mais j'ai découvert ce qui hantait vraiment les lieux. Les fantômes dans leur tête. Toutefois, il y avait d'autres raisons pour lesquelles les gens du coin pensaient que Clark était hanté. Cela m'a entraîné sur la piste de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation brutale des Philippines par les Japonais. C'est là que j'ai fait une autre découverte stupéfiante. C'était de la base aérienne de Clark que les premiers kamikazes avaient décollé pour leur mission suicide. Après autant de tragédies, il n'était pas étonnant que les gens du coin pensent que la base de Clark était maudite. Les morts violentes et subites laissent des souvenirs résiduels très douloureux. Près de 50 ans plus tard, une catastrophe naturelle allait forcer les Américains à quitter la base. Près de 15 000 militaires américains ont été évacués après l'éruption d'un volcan philippin qui était en sommeil depuis 6 siècles. Décidément, cette base était maudite. Dans un rayon de 20 km à la ronde, les villageois ont quitté les montagnes. Plus de 700 personnes sont mortes. J'ai décidé de demander à l'historien Julius Bautista pourquoi certains habitants avaient considéré que cette éruption n'était pas qu'une simple catastrophe naturelle. Comment les gens du coin ont-ils perçu l'éruption? Il y avait cette idée que l'occupation américaine de Clark entraînait un grand nombre de problèmes sociaux. Prostitution, marché noir et toutes sortes d'activités liées aux mœurs. Il y avait donc un grand mécontentement concernant l'occupation américaine. Et naturellement, certains ont considéré que l'éruption du mont Pinatubo avait été provoquée par Dieu pour régler ces fléaux sociaux. Pensez-vous que ces histoires de fantômes sont nées du passé négatif de Clark? Il existait déjà un folklore et toutes sortes de mythes bien avant l'occupation américaine de Clark. Mais il est possible que le traumatisme de l'éruption et les effets négatifs du colonialisme américain aient pu exacerber et renforcer ces mythes. Finalement, il a fallu une catastrophe naturelle pour que les Américains s'en aillent et pour que la base aérienne de Clark change à tout jamais. Les fantômes ici semblaient être nés des traumatismes et des souffrances qu'ont connu la base aérienne de Clark et la ville d'Angeles pendant 2 guerres importantes. Je suis retourné voir John Gilbert au cimetière de Clark. De quand datent les tombes les plus anciennes ici? La tombe la plus ancienne est celle d'un soldat philippin qui a été tué en 1900. 1900? Oui, il y a 113 ans. Toutes ces tombes, ça représente combien de guerres? Tous les grands conflits du siècle dernier. Parmi les soldats enterrés ici, certains ont combattu au Nicaragua, en République dominicaine, pendant la révolte des Boxers, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, le Vietnam. Alors, il y a plus d'1 siècle d'anciens combattants enterrés ici? Oui. Pendant près d'1 siècle, les conflits se sont enchaînés dans la région. Je doute qu'il y ait de vrais fantômes. Mais le lieu est bel et bien hanté par son histoire.